Bonjour à tous, je remercie le Fonds français Alimentation et Santé de m'avoir invité, mais également de nous avoir permis de réaliser cette étude. Donc, je vais vous présenter le programme Prévod, qui est un programme de prévention nutritionnelle pour les salariés en horaire décalé. Donc, en effet, on est intervenu dans la région Nord-Pas-de-Calais, où environ 2 salariés sur 3 travaillent selon des horaires dits atypiques, soit occasionnellement, soit habituellement. Et on est intervenu au sein de l'entreprise Citeo, qui est une entreprise de médiation sociale dans les transports en commun de la métropole lilloise. Donc dans les métros, dans les bus, ils interviennent pour faire de la médiation sociale, régler les conflits, aider les personnes à se diriger dans les métros, etc. Donc, comme on l'a vu avec la présentation de Monsieur Le Cerf, on sait que ce mode de travail en horaire décalé peut avoir un impact négatif sur la santé des travailleurs. Et l'entreprise Citeo et son pôle santé-travail avaient d'ailleurs fait quelques constats, notamment qu'ils avaient une prise de poids des salariés à la première année d'embauche d'environ 10 kg. Et la personne qui s'occupait de commander les tenues chaque année s'était rendu compte que plus les années avançaient et plus les tailles des tenues augmentaient pour les personnes. Ils avaient également des arrêts de travail assez fréquents et longs et un nombre important d'aménagements de postes. Donc face à ces constats, ils ont voulu s'investir pour la santé de leurs salariés. Et ils sont venus nous voir donc à l'Institut Pasteur de Lille pour savoir quel levier d'action on pouvait mettre en œuvre pour leurs salariés. Et c'est par ce biais qu'on a répondu à l'appel à projet du Fonds français Alimentation et Santé avec le programme de recherche-action Prévod, donc qui était la mise en place et l'évaluation d'un programme de prévention nutritionnelle pour ces salariés. Donc les objectifs du projet, les objectifs principaux étaient d'identifier des leviers d'action qu'on pouvait mettre en œuvre et de les tester, de les évaluer par la recherche-action. Donc on a évalué l'impact du programme de prévention et dans un deuxième temps d'apporter également une description des comportements alimentaires des travailleurs en horaire décalé. De façon plus opérationnelle, on souhaitait vraiment apporter des outils, des solutions pour permettre d'améliorer les comportements, des outils et des solutions qui pouvaient être également mises en œuvre par l'entreprise en fonction de leurs contraintes, de leurs différentes prestations qu'ils ont envers leurs clients. Il fallait que ça puisse correspondre également aux contraintes de l'entreprise et à la vie de l'entreprise. C'était également de permettre aux salariés vraiment d'avoir une prise de conscience de l'importance de l'alimentation sur la santé et des autres déterminants. Et plus globalement, d'avoir une stabilisation du poids des travailleurs en horaire décalé. Donc au niveau de la méthodologie, les différentes étapes qu'on a mis en œuvre, on a fait appel à des volontaires qui souhaitaient devenir ambassadeurs relais au sein de leur entreprise. Donc 13 personnes se sont portées volontaires pour être ambassadeurs relais et ils ont été formés pendant 2 jours, alors à l'alimentation en horaire décalé et aux bons messages à faire passer, mais également aux approches éducatives en prévention de santé. Parce que pour permettre de transmettre les messages à leurs collègues, à leurs pairs, il était important qu'ils évitent les écueils qu'on peut avoir en prévention du jugement, de l'injonction, etc. Et donc pour nous, c'était vraiment important qu'ils aient cette formation sur les postures, les bonnes postures à adopter en prévention. Ensuite, on a co-construit avec eux le programme d'atelier. Pour nous, c'était vraiment très important de partir des besoins des salariés. Donc, on a demandé aux ambassadeurs de faire un recensement auprès de leurs collègues sur les besoins qu'ils avaient en termes d'alimentation, d'activité physique. Et derrière, nous, on a fait des réunions de travail avec eux pour co-construire les ateliers qui allaient être mis en œuvre pendant le programme de prévention. Ensuite, on a eu 7 mois d'intervention. Où on a réalisé les actions qui avaient été co-construites. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une action par semaine pour avoir une récurrence assez importante. Donc il y avait soit un atelier sur l'alimentation, soit un atelier sur l'activité physique, soit un événementiel pour essayer de créer de l'émulation.
Et chaque semaine, ils avaient un panier de fruits qui était distribué au sein de leur entreprise. On avait donc du coup, pour évaluer l'impact de ce programme, 2 groupes. Un groupe donc Action qui était bénéficiaire des interventions et un groupe témoin qui ne l'était pas. Et on a évalué avant le programme et à la fin. Donc, du coup, vous avez le design de l'étude qui s'affiche. Donc, en termes d'évaluation, les salariés sont venus à l'Institut Pasteur de Lille passer un bilan. Donc, ils ont eu un bilan sanguin avec une analyse des bilans lipidiques et glycémiques. Et ils ont eu des questionnaires et des enquêtes alimentaires, donc des questionnaires sur les déterminants de la santé. Donc, on avait des questionnaires sur le sommeil, le stress, le bien-être, sur l'activité physique. Et ensuite, on avait une enquête alimentaire. Et on a mesuré le poids, la taille, le tour de taille et la pression artérielle, qui sont venus au début de l'étude et à la fin de l'étude, donc à l'Institut Pasteur de Lille. Donc, sur la diapo s'affichent les différents ateliers du coup, qui ont été co-créés avec les salariés. Donc, on avait 8 ateliers alimentation, 6 ateliers activité physique. On avait fait 5 événementiels et ensuite on avait l'occasion de distribuer des fiches outils en lien avec les ateliers. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir des ateliers où ils puissent pratiquer, en fait avoir un message clé et derrière mettre en pratique ce message clé par de la manipulation d'aliments. Enfin, on a pu faire de la soupe, du pain. Enfin, l'idée, c'était vraiment de créer aussi de la convivialité et du plaisir dans ces ateliers pour que derrière, les messages passent plus facilement et que les personnes s'approprient les pratiques. Donc, au niveau des résultats atteints, donc, comme je disais tout à l'heure, on avait 13 ambassadeurs relais qui ont été formés. On a 86 salariés qui ont fait partie du groupe Action bénéficiaire et donc qui ont été sensibilisés à la bonne alimentation et à l'activité physique. Et 50 autres participants qui ont constitué le groupe témoin. Donc au total, on a eu 136 personnes qui sont venues à l'Institut Pasteur de Lille réaliser leur bilan à V0. Malheureusement, à la fin du programme de prévention, sur les 2 derniers mois, à partir du 6e mois, il me semble, l'entreprise Citeo a perdu un de ses plus gros marchés par appel d'offres et donc a dû se séparer d'environ 50% de son effectif. Donc ça a été quelque chose d'assez compliqué dans l'étude parce que du coup, on a perdu nous aussi l'effectif de l'étude et le climat social dans lequel l'entreprise est rentrée était un peu compliqué pour continuer à intervenir. Donc le dernier mois d'intervention n'a pas eu lieu parce que forcément, comme vous pouvez vous en douter, les personnes avaient été préoccupées par d'autres sujets. Donc on a décidé d'arrêter les ateliers, mais de permettre aux salariés de revenir faire leur dernier bilan à l'Institut Pasteur de Lille. Donc on a proposé à tout le monde. Et on a eu 65 participants qui ont réalisé leur bilan à la fin de l'étude. Donc au final, on a pu réaliser l'analyse statistique sur à peu près 48% de l'échantillon. Donc on a perdu en termes de puissance statistique sur ce sujet-là. Donc au niveau de la description de la population, ça confirme un peu les résultats qui ont été annoncés tout à l'heure. C'est qu'on avait 2 tiers des participants de l'étude qui étaient en surpoids ou en obésité. Donc, ce qui est assez important par rapport aux chiffres des cohortes françaises. Au niveau des paramètres clinico-biologiques, on avait 41% des participants qui avaient une tension artérielle supérieure à 13,8 et plus de la moitié des participants qui avaient une glycémie supérieure à 1 g par litre. On a mesuré également le niveau d'activité physique par le questionnaire de Ritchie et Gagnon et on avait 1/4 des salariés qui étaient inactifs. Au niveau des enquêtes alimentaires, globalement, la répartition était plutôt bonne. On avait cependant une surconsommation de sucre libre et une sous-consommation de fibres, mais ce qui est assez représentatif de la population en général. Au niveau plus qualitatif, donc les participants intervention comme les participants témoins ont été très satisfaits du projet dans sa globalité. La durée des interventions était jugée trop courte par 50% des salariés. L'intervention, en fait, elle était réalisée sur le temps de briefing ou débriefing des salariés, donc soit en début de poste,
soit en fin de poste. Et du coup, on avait un temps dédié d'environ 30 minutes. Donc c'est vrai que c'était sur des temps très courts, mais c'était également pour répondre aux contraintes de l'entreprise qui ne pouvaient pas se permettre de faire des ateliers parce qu'après, les personnes devaient être sur le terrain dans les métros, dans les transports en commun. Et au niveau des apports personnels, les participants ont vraiment apprécié le fait de prendre du temps de parler de ces différentes thématiques. On a vraiment eu une prise de conscience des salariés sur l'importance de ces sujets. Donc on a pu récolter quelques verbatims, notamment une bonne réflexion sur mes comportements alimentaires, un encouragement réel et pratique à mieux se nourrir, des exercices physiques simples et faciles à mettre en œuvre, l'investissement de mon employeur dans la protection de ma santé au travail. Et il y a une personne qui également a découvert un diabète grâce au bilan qu'il a effectué à l'Institut Pasteur de Lille. Donc c'est quand même, on se rend compte que c'est important que ces sujets-là soient abordés pour qu'il y ait des prises de conscience sur certains éléments de santé. Donc là, c'est quelques photos des ateliers qui ont eu lieu sur le site. Donc en haut à gauche, on a les ateliers d'activité physique, donc étirement ou échauffement. On a eu un atelier sur la fabrication du pain qui a beaucoup plu. Et en haut à droite, on a un événementiel qui était autour du vélo smoothie. Donc les personnes devaient pédaler pour se faire un smoothie. Et ils avaient également un challenge en fait à celui qui allait réussir le meilleur score sur la tablette qui est devant le vélo. Et ça permet vraiment de créer une dynamique entre les salariés sur ces sujets. Et on sent que les événementiels, les challenges, c'est des choses qui ont vraiment plu chez les salariés. Donc au niveau de l'impact du programme, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a réalisé l'analyse sur 48% de l'échantillon. Donc on a eu pas beaucoup d'effets significatifs, on va dire. On a eu un effet positif sur la consommation de fruits et pur jus de fruits et sur la consommation de poissons et fruits de mer. Quand on regarde les graphiques, c'est surtout en fait les témoins qui ont diminué leur consommation. Donc le programme aura peut-être permis de maintenir cette consommation chez les interventions. À savoir qu'à chaque fois, la V1 donc, était réalisée dans un contexte assez particulier où les salariés étaient quand même sur un niveau de stress assez important, donc il y a eu sûrement des effets sur ces résultats. On a eu un effet positif sur le temps moyen consacré au repas. Et par contre, on n'a observé aucun changement sur le poids, ni sur les paramètres biologiques comme la glycémie, les bilans lipidiques. On a observé aucune différence, en tout cas, entre le groupe action et le groupe témoin. Donc, au niveau des livrables, on a réalisé donc, pour les ateliers, on a créé un kit d'action de prévention nutritionnelle en entreprise qui comprend 9 fiches ateliers, les 5 fiches événementielles et les outils d'animation qui vont avec les ateliers, ainsi que les documents supports pédagogiques qui peuvent être distribués en lien avec les ateliers. Donc on peut voir, ça c'est les fiches ateliers où tout l'atelier est déroulé dans le but vraiment que les ambassadeurs puissent prendre le relais sur ces activités qui avaient été co-animées. On a co-animé les ateliers ensemble et l'idée c'était vraiment que derrière ils puissent reprendre ces ateliers et continuer à les animer sur site. Donc ça c'était les outils d'animation qui vont avec les ateliers et des supports pédagogiques en fonction des thématiques abordées. Donc les points forts du projet, ça a été vraiment le fait qu'il y ait un pré-diagnostic qui a été établi par l'entreprise. On avait une prise de conscience des enjeux de la part de l'entreprise et du coup un réel investissement, ce qui a permis à ce que les rendez-vous et les ateliers soient faits sur le temps de travail des salariés. On avait une très bonne implication des collaborateurs volontaires, donc ça a permis de les monter en compétences et de co-construire avec eux les ateliers, donc vraiment dans une démarche participative ascendante. Sur les ateliers, on avait du coup l'idée c'était vraiment d'avoir une pédagogie interactive et participative, toujours essayer de répondre aux besoins des salariés qui étaient présents.
On a également créé un logo que vous voyez sur la slide qui permet pour nous de développer le sentiment d'appartenance à une étude et également d'identifier rapidement les documents qui sont en lien avec ce projet. Et au niveau de le fait d'avoir réalisé ce projet sous le format d'une recherche-action, ça nous permet vraiment d'apprendre en continu sur la faisabilité, l'acceptabilité et l'efficacité de l'action. Au niveau des perspectives, chez Citeo, l'idée c'était vraiment de pérenniser la démarche avec des ambassadeurs formés et outillés. A priori, il reste environ la moitié des ambassadeurs relais qui sont toujours chez Citeo. Et au niveau de la transférabilité de ce type d'intervention, on a essayé de réfléchir à une modélisation qui pouvait convenir d'intervention pour accompagner les entreprises dans leur démarche de santé et bien-être au travail. Donc comme l'a dit Martine Pellerin tout à l'heure, on retombe un peu sur les mêmes forcément les mêmes constats et les mêmes propositions, vraiment d'avoir un groupe de travail avec les parties prenantes, la direction, le pôle santé-travail, les salariés, les managers, d'avoir un diagnostic de l'état de santé des salariés, de permettre d'avoir des relais au sein de l'entreprise et pas que des intervenants externes pour vraiment pouvoir avoir une pérennité dans la démarche. On peut adapter l'outil créé qui a été créé pour l'entreprise Citeo et ensuite co-animer les actions avec les ambassadeurs et pérenniser le programme de façon autonome dans les entreprises. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. C'est la batterie. Bon. Ça y est, c'est parti. C'est reparti là. Bon. Très bien. Donc, on a un petit problème de batterie et de micro. Donc, du coup, on a dû recevoir des questions sur le chat. Audrey, je te laisse la parole. Merci en tout cas, Suzanne. C'était très clair. Donc, c'était le deuxième projet qui avait bénéficié des financements du fonds. Audrey, je te laisse la parole sur les questions. Oui, on a beaucoup de questions. Intervention très intéressante. Alors, comment les membres du groupe témoin ont-ils vécu d'être exclus des interventions? Est-ce qu'ils ont été frustrés? Est-ce qu'ils ont compris l'intérêt scientifique? Alors, c'était tout l'enjeu du projet. Le groupe témoin, en fait, l'idée, c'était que nous, on puisse refaire à la fin de l'action, refaire les interventions avec eux. Du coup, on leur a vraiment expliqué la démarche scientifique pour qu'ils puissent comprendre pourquoi eux n'avaient pas l'intervention à ce moment-là et l'auraient plus tard. L'entreprise a également été facilitante dans le sens où elle a essayé d'avoir d'autres projets sur d'autres thématiques avec eux pendant ce temps-là. Et derrière, nous, derrière le bilan V1, on est retourné sur site pour vraiment aller voir les témoins et refaire les interventions avec eux. Sur un temps plus court, du coup, et sur les personnes, avec moins de personnes. Mais ce qui était convenu dès le départ, c'était qu'on puisse y retourner derrière pour les témoins. Je préciserai juste une petite chose, c'est que le groupe témoin, c'était en fait, c'était pas un tirage au sort des sujets, c'était des stations de métro qui étaient considérées comme témoins et d'autres qui étaient considérées comme groupe action. Parce qu'il était important qu'il n'y ait pas d'interaction entre les deux, sinon on aurait eu, entre guillemets, une pollution des sujets. Donc c'était un choix arbitraire, mais on a tenu compte pour ne pas les frustrer et leur apporter quelque chose après. D'accord. Une autre question. Les salariés formés ont-ils été autonomes pour mener les ateliers ou est-ce qu'il y avait quelqu'un de l'Institut Pasteur au cours des ateliers? Alors pendant le programme, on a toujours co-animé les ateliers. L'idée, c'était d'avoir au moins une co-animation ensemble pour qu'ils puissent derrière le refaire tout seuls. Sur toute la durée des interventions pendant le programme, c'était toujours en co-animation. Et après, avec les témoins, justement, on a pu continuer une co-animation et qu'ils puissent faire également les ateliers tout seuls. D'accord, merci. Une autre question. Avez-vous proposé aussi des accompagnements par des professionnels spécialisés en nutrition?
Alors, ils avaient la possibilité, en fait, on avait eu l'occasion du coup d'embaucher une diététicienne sur ce programme qui menait les ateliers. Et il était proposé, elle était là une fois par mois sur site pour que des personnes puissent faire des entretiens individuels avec elle. On a eu très peu de demandes, bizarrement, sur ce format individuel. D'accord. Et là, une question plutôt sur l'action. Le coût de l'action par salarié bénéficiaire a-t-il été estimé dans la perspective d'une généralisation? Et si oui, est-il raisonnable et permet-il d'envisager une généralisation de cette action? C'est une bonne question. On ne l'a pas calculé. Après, dans l'idée de toute la démarche, c'est quand même un investissement assez important. Après, le fait d'avoir des ambassadeurs formés qui peuvent le continuer et d'éviter du coup d'avoir cette intervention externe, ça peut permettre de diminuer les coûts. En tout cas, les coûts des ateliers en tant que tels sur le matériel et la mise en œuvre, c'est très faible. Après, c'est vraiment l'investissement. Également, le fait, là, c'était sur temps de travail, donc ça représente aussi un coût. Voilà. Merci. Encore une question. Au niveau des paramètres mesurés initialement, comment se situe-t-il par rapport à des travailleurs de journée ou par rapport à la moyenne de la population française si la donnée n'est pas connue? Alors, au niveau des paramètres de l'IMC, comme on l'a vu, ils se situaient au-dessus par rapport aux chiffres français. Après, on n'a pas fait les comparaisons pour tous les paramètres. Sur les comportements alimentaires et les enquêtes alimentaires, on était sensiblement sur les mêmes résultats que la population française. Au niveau de la glycémie, on était supérieur et c'est à peu près les comparaisons qu'on a faites. D'accord, merci. Et une autre question, quelles sont les données que ces salariés peuvent mettre en application sur leur lieu de travail et comment ils peuvent organiser leur alimentation? Alors, comment ils peuvent mettre en pratique? Oui, comment ils peuvent mettre en application sur leur lieu de travail? Alors, c'est en fonction des ateliers qui ont eu lieu. On a fait sur l'activité physique, on avait l'échauffement en début de poste, l'étirement en fin de poste, relaxation. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être facilement mises en œuvre sur leur lieu de travail. Ensuite, en atelier alimentation, on a fait des ateliers. Ils n'avaient pas de restauration sur place, donc ils amenaient forcément leur lunchbox. Donc on avait fait un atelier sur la lunchbox, donc qui pouvait également être réutilisé. Après, c'était aussi pour nous un challenge de faire également en fait sur les comportements au global et sur le lieu de travail et à la maison. Donc l'idée, c'était qu'ils puissent refaire les recettes, etc., aussi chez eux et changer de comportement petit à petit sur ces sujets. D'accord, merci. Alors ça bouge beaucoup sur le chat. Pour revenir sur la question concernant les paramètres mesurés, on me demande s'il n'y a pas d'amélioration sur les paramètres sanguins, comment on peut l'expliquer justement? L'intervention, même si elle a duré du coup 6 mois, donc je pense que 6 mois pour changer des paramètres biologiques, c'est assez court au final. Donc je pense que ça a dû jouer sur ce côté-là. Et ensuite, on aurait pu avoir des résultats peut-être sur le poids, mais même le poids, c'était compliqué. Enfin, je pense que l'intervention était trop courte pour avoir des résultats significatifs sur ces sujets-là. D'accord. Et une dernière question. Je compléterais peut-être en disant qu'on a été pénalisé par la diminution du nombre de sujets quand même, qui était tout à fait importante. La puissance statistique était plus faible. On peut quand même dire que pour le poids, il n'y a pas eu de baisse, mais ils ont arrêté de grossir, donc c'est déjà pas mal. Et puis, ils n'étaient pas diabétiques. Il y avait une personne qui était diabétique, les autres étaient intolérants au glucose, donc c'est probablement, comme disait Suzanne, un petit peu court. Voilà, mais la durée, probablement, le nombre de sujets également. Et puis, je le disais tout à l'heure, on modifie un certain nombre de choses, mode de vie, mais on modifie quand même pas structurellement le décalage horaire.